Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2022 et je vais un petit peu picorer à travers cet ouvrage, L'anarchisme, écrit par Henri Arvon aux presses universitaires de France, que sais-je. Voilà, et je vais commencer à lire directement c'est le chapitre 3 qui est réservé à Pierre-Joseph Proudhon. Voilà, donc on est au 19e siècle. Pierre-Joseph Proudhon est né en 1809 et il est mort en 1864. Autant dire que la vie d'un anarchiste est assez brève parce qu'elle est soumise à beaucoup d'épuisement, on va dire. Alors voilà, on va commencer à lire sa biographie. Parmi les théoriciens de l'anarchisme, Proudhon occupe une place à part. Non pas que sa pensée soit plus originale ou plus puissante que celle des autres, on dirait au contraire qu'elle subit parfois des éclipses ou tout au moins des incertitudes dangereuses. Mais elle possède une tonalité particulière qui lui a assuré l'audience du grand public. Or, c'est à ses origines et à la vie qui en résultait, pour ainsi dire fatalement, que Proudhon doit cette fortune exceptionnelle. Proudhon n'est pas un intellectuel, bien que, poussé par une avidité intellectuelle insatiable, il se soit nourri de tous les sucs de son siècle. Fils d'un tonnelier et d'une cuisinière, il a dû se colter pendant toute son existence avec les dures nécessités matérielles de la vie. Donc c'est quand même assez beau de voir que des gens qui viennent en somme des plus basses classes possibles, je ne sais plus qui parlait de sous-prolétariat carrément, en dessous même du prolétariat. Et c'est un peu ce qu'a été mes parents, l'arrivée de mes parents en France et ce sous-prolétariat-là. Et donc, ça donne quand même une vision un peu... Malheureusement, il y a, je pense, pour beaucoup, un peu du ressentiment, un peu des sentiments négatifs qui sont liés à cette condition d'existence et donc un désir, je ne pense pas que ça soit vraiment de revanche vis-à-vis de la vie, mais un désir de justice. Voilà, il y a quelque chose qui, dans l'enfance, fait qu'on est un petit peu meurtri par l'injustice, on la voit, pour celui qui a un peu la capacité à regarder ce qui se passe. Et donc, il y a un désir vraiment de lutter contre les injustices. Et parfois, de façon un peu violente, à travers le langage ou à travers, malheureusement, les actes. Et c'est la chose c'est d'ailleurs la violence qui a marginalisé cette idée, l'idée de l'anarchisme, qui me semble a des choses positives à apporter à l'humanité, évidemment, mais pas à travers la violence. Jamais une certaine aisance ne lui a permis de se livrer à des études sereines, mais ce que sa pensée continuellement sollicitée par le côté matériel de la vie, perd en profondeur idéologique, elle le gagna en efficacité. Les fruits de ses réflexions, Proudhon les a cueillis à l'arbre de la vie. Aussi, dès que l'anarchisme veut se faire une doctrine d'action, il n'y a guère que Proudhon qui puisse guider ses pas.
Il est, à vrai dire, le seul anarchiste à n'avoir jamais négligé le côté pratique d'une doctrine dont la faiblesse constitutive provient précisément de la prédominance presque exclusive d'une critique destructrice. Voilà, c'est un peu le problème. C'est qu'il n'y a pas assez de recul, à mon sens. Dans l'anarchisme, il n'y a pas le recul nécessaire pour tenir compte de la complexité des choses. On va décider d'être contre l'Église, contre la croyance, contre Dieu, en somme. Donc verser directement de façon forte dans l'athéisme, sans comprendre la logique historique l'apport important de la religion, la promiscuité avec certains sentiments religieux qui luttent contre l'injustice, etc. Tout n'est pas à jeter dans le religieux, et comme tout n'est pas à jeter dans l'anarchisme. Et en fait, comme l'URSS, en se coupant du christianisme, c'est non seulement attacher un ennemi supplémentaire, mais en plus a perdu vraiment un possible ami, en somme, une possible aide dans son expression. Et donc, voilà, c'est un peu le problème du prolétariat, on va dire, de ceux qui viennent d'un monde qui a été maltraité pendant des millénaires, et donc qui fait que il n'a pas une vision globale des choses. Il voit les choses de façon myope, alors que la bourgeoisie a une vision panoramique du monde. Elle sait où elle est, elle comprend ce qui est bon pour elle, elle sait quand il faut qu'elle se qu'elle se taise, comment il faut manipuler les choses par en dessous, etc. Elle est beaucoup mieux adaptée en fait à la façon de vivre. Voilà. Donc, Proudhon n'est pas seulement issu du peuple, il lui reste attaché par toutes les fibres de son corps et de son esprit. Ce n'est pas lui que la révolte pousserait vers un nihilisme négateur de toutes les valeurs. Au contraire, c'est pour défendre les anciennes valeurs morales chères au petit peuple de France et menacées par la corruption de la société moderne qu'il arbore le drapeau de l'insoumission. Ainsi s'explique le double caractère si surprenant de sa doctrine, qui est traditionnaliste et révolutionnaire à la fois. Tout comme Hegel, Proudhon a fait naître deux écoles, une droite et une gauche. Il y a des athées aussi bien que des chrétiens, des fascistes aussi bien que des syndicalistes, qui avec intérêt, sinon avec amour, se penchent sur ce proté apparent que fut Proudhon. Ah ben voilà, je pensais pas qu'il cherchait à fédérer un peu, qu'il y avait quelque chose de fédérateur. En fait, le côté justement destructeur de l'idée de tout détruire, de faire table rase, d'écarter l'État, d'écarter toute oppression possible. Et c'est quelque chose qui arrivera sans doute dans l'humanité. Il y a un moment où, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, elle
elle fonctionnera de façon libertaire, on va dire, de façon complètement sans plus aucune oppression, plus besoin d'État, mais ce qui voudra dire que l'homme aura dû parcourir tout le chemin de son évolution pour ne plus être un loup pour l'homme, pour ne plus maltraiter ses semblables, pour ne plus abuser ses semblables, pour avoir dépassé ce dont Proudhon parle, la propriété. La propriété sera devenue absolument commune sur toute la planète. Nous arriverons à ça, évidemment. Et à partir de là, évidemment, en somme, l'anarchisme, c'est la finalité de l'humanité, sans la violence, à travers l'amour et réconcilié avec le spirituel. Voilà comment j'interprète les choses. Chacun, bien sûr, essaie de tirer vers lui et de lui faire dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas approuvées. Il n'en reste pas moins qu'au bout de toutes ces recherches, ressuscite un Proudhon qui ne cesse d'être identique à lui-même, héros du peuple et surtout du peuple français qui, plus qu'un autre, a su garder la notion de la valeur individuelle. Né en 1809 à Besançon, alors c'est curieux parce que j'ai eu du temps à passer justement dans le Jura, dans cette région, la Franche-Comté, et il y a quelque chose de... On comprend que dans le caractère qu'il y ait du révolutionnaire. Hein. C'est curieux comment les régions de France ont un caractère comme les régions du monde. Hein. C'est aussi simple que ça. On va avoir un caractère bien précis en Bretagne, en Alsace, dans le Nord, en Auvergne. Voilà, l'Auvergne, semble-t-il, donne des présidents et la Franche-Comté des révolutionnaires. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un du Jura, ça l'a fait un peu rire. Et c'est voilà, on est d'un lieu, quoi. Il y a quelque chose qui quand même nous attribue. Il y a des attributs qui viennent avec l'endroit où nous avons pris naissance, et pas forcément naissance parce que ça peut transcender un peu ça. Ça peut être l'endroit de nos origines pour l'immigré. L'immigré arrive et il est porteur d'un endroit de sa naissance. Voilà, on a une façon de voir l'autre, d'accueillir, de rire, de parler, de chanter, voilà. Donc je continue. À l'âge de 18 ans, il se place comme prote dans sa ville natale. Mais le chômage lui fait perdre peu de temps après cette place grâce à laquelle il faisait vivre sa famille. Après avoir passé à l'âge de 29 ans le baccalauréat, il postule auprès de l'Académie de Besançon, la pension Suarde. Il l'obtient et part en 1838 pour Paris. C'est avec l'ardeur d'un néophyte qu'il se jeta dans des études de tout genre. Mais c'est surtout l'économie politique qui retint son intérêt. Après avoir publié dès 1839 un mémoire intitulé « De l'utilité de la célébration du dimanche », sujet qui avait été mis au concours par l'Académie de Besançon, il fait paraître en 1840 une brochure qui va le faire connaître du grand public. Elle porte le titre significatif « Qu'est-ce que la propriété ?» ou « Recherche sur le principe du droit et du gouvernement » et donne la réponse non moins significative « La propriété, c'est le vol ». Voilà, alors c'est la phrase basique et évidemment que c'est le vol, mais c'est en même temps la façon dont l'humanité se développe. L'évolution de l'humanité devait passer par une période où la propriété, où les choses devaient appartenir à des gens.
Voilà, c'est assez nouveau parce que nous avons été des chasseurs-cueilleurs. Donc, à cette époque-là, la propriété n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui. Et donc, on est dans ce moment de propriété. Ça a été un instrument d'évolution. Mais on ira vers la gratuité absolue des choses, vers le fait que tout appartiendra, que tout sera commun. C'est clair, l'humanité, il faudra peut-être encore 2, 3, 4 siècles, peut-être davantage, je ne sais pas, mais nous arriverons à cet état-là. Mais quand l'humanité aura fini de se construire, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ce que je veux dire. Cette phrase sur laquelle nous reviendrons, et qui est bien moins explosive quand on la replace dans son contexte, lui assure la célébrité, en même temps qu'elle le classe définitivement parmi les ennemis de la société. Qu'il le veuille ou non, Proudhon sera désormais prisonnier de cette formule. Copropriétaire d'une petite imprimerie, Proudhon se voit de nouveau en butte à des soucis pécuniaires lorsque la vente de celle-ci se solde par un déficit de 7 000 francs. Comment ça a pu ruiner cet être humain, quoi, en fait, d'être tout le temps dans la précarité, dans l'ambition et en même temps l'incapacité de pouvoir s'en sortir parce que la vie empêche ça pour la plupart des êtres humains. Hein, c'est ça qui est compliqué. Donc c'est révoltant, c'est rageant. Il est contraint d'accepter en 1843 un poste de commis à Lyon chez un ami d'enfance. La même année paraît son premier grand ouvrage de la création de l'ordre dans l'humanité. De la création de l'ordre dans l'humanité. Ça serait à lire. J'ai rien lu de lui. Hein. J'ai parcouru un petit peu qu'est-ce que la propriété. Voilà. De la création de l'ordre dans l'humanité. Comme les affaires de sa maison l'appellent souvent à Paris, Proudhon peut continuer d'y maintenir des contacts intellectuels. C'est en 1844 qu'il y fait la connaissance de réfugiés allemands, en particulier de Karl Marx. Donc ça circulait, les gens se connaissaient comme maintenant. Le monde a toujours été comme ça. Tiens, je vais te présenter un tel, viens, etc. Voilà les liens qui se tissent entre les communautés de pensée, quoi. En 1846, il publie un nouvel ouvrage en 2 volumes, intitulé « Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère ». Eh bien, on connaît la critique que Karl Marx, dont le titre spirituel « Misère de la philosophie » ne suffit pas pour en excuser la méchanceté. Alors, ce Marx, il avait quand même quelque chose d'un peu terrible, hein, aussi. Bon, de toute manière, il y a un problème dans ces anarchistes ou même ces communistes, c'est qu'ils sont la plupart du temps extrêmement individualistes. Ils ne fonctionnent pas sur la meute, sur un principe basique, comme peuvent fonctionner par exemple les mafias. Les mafias, voilà, les mecs se retrouvent, chacun joue du menton, ils se toisent, ils se jaugent, voilà, et puis tout de suite le dominant s'impose, un dominant s'impose, l'autre se met en position de dominer, et c'est comme ça que se forment les hiérarchies. Dans le système comme ça, justement, de gauche et d'extrême gauche, c'est extrêmement compliqué parce que chacun est avec son ego, chacun arrive là avec des égos extrêmement intenses, et donc c'est très très difficile d'arriver à se fédérer. Et voilà, il y a 2 façons de s'associer, droite et gauche, et vraiment particulières. La façon narcissique et la façon égocentrique.
Voilà. Chez les égocentriques, c'est très compliqué. Chez les narcissiques, ils se soumettent au dominant, ils vénèrent un dominant, et puis un dominant s'impose, et l'organisation est faite. En 1846, Proudhon se fixe de nouveau à Paris. Il y assiste à la Révolution de 48, dont les idées directrices ne concordent guère avec les siennes. Toutefois, le 4 juin 1848, il est élu député par 77 000 voix. Oula, c'était la révolution de 1848. C'est à la suite d'un discours prononcé à l'Assemblée nationale dans lequel il exalte le peuple victime de la bourgeoisie qu'il soulève l'indignation générale. Proudhon sera dorénavant l'homme de terreur. L'homme terreur. À la suite de ses attaques contre le prince-président, il est condamné en 1849 à 3 ans de prison et 3 000 francs d'amende. Il s'enfuit en Belgique, mais revient bientôt en France, poussé par le désir de se marier. C'est en effet dans la prison de Sainte-Pélagie, où il était cloué, qu'il épouse Phrasie Piégard, ouvrière modeste mais femme combien dévouée, qui procurera aux rudes lutteurs les joies profondes d'une vie familiale dont le célèbre tableau de Gustave Courbet, Proudhon et ses filles, donne le témoignage le plus touchant. C'est en prison également que Proudhon rédige ses Confessions d'un révolutionnaire, chef-d'œuvre littéraire s'il faut en croire le jugement de Sainte-Beuve. Libéré en 1852, Proudhon s'adresse au prince-président par la révolution sociale démontrée par le coup d'État et lui demande de réaliser ses idées sociales. En 1858, à la suite des attaques dont il avait été l'objet, de la part de l'archevêque de Besançon, donc il s'adresse, voilà, il écrit au prince, il écrit j'avoue, je dois confesser que je fais la même chose. J'écris aux hommes politiques quand le temps m'en laisse le loisir, au président, etc., etc. Voilà, pour soumettre mes idées. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire de façon citoyenne. Voilà, les citoyens ont le droit et le devoir de participer à la politique comme ça, d'une manière. Donc, de la part de l'archevêque de Besançon, Proudhon s'en prend à l'Église dans l'ouvrage « De la justice dans la Révolution et dans l'Église ». 3 ans de prison et 4 000 francs d'amende sanctionnent cet ouvrage à la religion. Cet outrage à la religion et à la morale, c'est quand même incroyable. À l'époque, on pouvait aller en prison et on voit quand même que nous avons fait un recul démocratique avec la violence que subissent parfois ceux qui critiquent le système, etc. Il y a quand même, alors même si ça ne va pas jusqu'à la prison, il y a quand même, la méchanceté n'a pas diminué réellement dans le système dominant quand on touche ses intérêts. Il y a quand même quelque chose de... Voilà, Proudhon se réfugie de nouveau à Bruxelles, où il reste jusqu'en 1862. Amnistié par une décision impériale, il rentre à Paris, où, épuisé prématurément par un labeur acharné, dont les derniers produits importants furent La guerre et la paix, 1861, du principe fédératif et de l'unité en Italie, 1863, il meurt en 1864. Voilà quelqu'un qui n'a pas, qui s'est pas économisé en réalité. C'est quand même assez triste que
relations humaines doivent être à ce niveau-là. Une surdité d'un côté, alors des reproches qui tombent dans un système sourd, qui ne veut pas se modifier, qui engendre dans le système qui a des reproches à faire de l'agressivité, qui engendre de l'agressivité chez le sourd, etc., etc. Et en fait, ce manque de la communication, c'est le problème majeur de l'humanité, la difficulté de pouvoir communiquer. Et elle est liée aussi au fait que on est encore dans ce principe primitif, primate, du dominant et du dominé. Celui qui est en position de dominant, il n'a pas vraiment envie d'écouter. Il se croit complètement hors d'atteinte d'abord, et puis surtout qu'il n'a pas besoin d'écouter un subalterne. Le subalterne a pas... c'est inintéressant ce qu'il dit. Voilà. Donc le dominant, le chef d'État, il se met en position de... voilà, c'est lui qui doit enseigner. On ne doit pas l'enseigner. Il ne peut pas se laisser enseigner, en fait. Il ne peut pas se laisser apporter quelque chose. Et donc, ce qui soulève de l'agressivité de la part de celui qui est révolté par l'injustice qui est dans cet état. Donc on en est là encore en 2023 maintenant, et je pense qu'on va encore rester dans cette position pendant quelque temps. Mais ça évolue toujours. L'humanité ne cesse d'évoluer vers son ultime perfection. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Et ben après, on va attaquer ça, l'anarchie positive. Donc, ce qu'il voulait, ce qu'il proposait en fait, Proudhon. Merci.